que d'abord vous entendez bien jusqu'à l'arrière? Deuxième chose, pouvez-vous baisser beaucoup ces rampes parce que ça, dans les yeux, encore un peu, ça c'est très bien. Merci. Eh bien, bienvenue et moi je remercie la municipalité de Courbevoie. Ce matin, nous avons eu l'occasion d'ouvrir un jardin Oasis Nature. Je pense que c'est quelque chose de très important. Non, je vais vous demander de ne pas faire de flash, s'il vous plaît. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est à la fois d'astronomie, de sciences et d'écologie. Quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? L'astronomie, les sciences en général, nous disent des choses sur notre passé, nous disent comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui. Quelle est la longue histoire de l'univers qui fait que progressivement, au cours des milliards d'années, des structures se sont formées qui ont amené un jour l'existence de chacun d'entre nous. C'est donc notre passé. Comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui. L'écologie, elle nous dit, mais attention, vous y êtes, mais ce n'est pas sûr que ça soit vraiment tout à fait favorable. C'est aussi comment faire pour s'assurer que nous puissions y rester dans de bonnes conditions. L'astronomie, les sciences, c'est le passé, comment nous sommes venus à exister, à être ici. L'écologie, c'est attention, il y a des choses à faire pour y rester dans de bonnes conditions, étant donné que l'avenir, qu'il y a de gros nuages noirs, comme on dit. Donc c'est ça, les deux pôles que je vais utiliser, et je vais essayer de résumer, parce qu'on a tellement d'éléments contradictoires qui nous arrivent. Nous recevons quelquefois des bonnes nouvelles, d'autres fois de très mauvaises nouvelles sur le plan de l'écologie en particulier. Comment essayer d'intégrer tout cela dans une pensée qui nous permette ensuite de prendre des décisions. L'important, c'est d'avoir des motivations, des décisions. Donc, on ne peut pas être... Il faut arriver à comprendre quelque chose, à réfléchir et comprendre ce qui se passe si on veut être en mesure, après ça, d'intervenir dans un sens positif. Alors, je vais vous présenter des événements qu'on peut décrire de la façon suivante. Il y a des fois, dans l'histoire des sciences, des découvertes qui ont été faites avec des instruments purement scientifiques, proprement scientifiques, des découvertes qui ont une portée bien au-delà de la science, qui ont une portée qui dépasse la pensée scientifique, le monde scientifique, une portée en fait qui va affecter toute la pensée humaine. Et je vais vous présenter deux exemples de cela. Un premier exemple, c'est quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 400 ans. Il y a 400 ans, avant cette période, l'idée générale sur la Terre, c'est que la Terre est le centre du monde. C'est une notion qui est tout à fait admise dans les domaines scientifiques, philosophiques et autres. Et il va se passer ceci, qu'une personne, qui s'appelle Galilée, va arriver et avec un instrument tout à fait modeste, va nous montrer que cela est faux. Alors, d'abord, il y avait cette vision, qu'on appelle la vision ancienne, la Terre est le centre du monde. Arrive Galilée, et d'autres aussi, mais j'ai mis surtout lui en particulier. Galilée, il a un télescope. En fait, ce n'est pas un télescope, c'est une lunette. C'est le début, c'est l'invention des premières lunettes en 1610, ça fait à peu près 400 ans. Et il a cette idée, un des premiers, à regarder le ciel avec ses lunettes. Alors voilà une image de sa lunette, vous allez voir que c'est un instrument tout à fait modeste. Les amateurs aujourd'hui ont des appareils autrement puissants que celui-ci, mais c'est le premier, c'est la première fois. Et il va regarder Jupiter. Jupiter, si vous connaissez le ciel nocturne, c'est un astre extrêmement brillant. D'ailleurs, la nuit, ces jours-ci, elle est presque au zénith, très bien placée.
Alors, il regarde Jupiter et il a une surprise. Il voit que Jupiter est entouré de 4 petits points lumineux que vous voyez là. Et il regarde les différentes pendant d'autres nuits et ça change. Des fois, c'est 3 d'un côté, 1 de l'autre. Des fois, c'est 2. Et il a cette idée qui va donner naissance au système solaire. Ce sont des satellites de Jupiter qui tournent autour de Jupiter. Et il a l'idée du système solaire. L'analogie se fait avec le système solaire, le Soleil et les différentes planètes. Et il se dit ceci, la Terre tourne autour du Soleil, comme les satellites autour de Jupiter. La Terre est une planète, la Terre est un astre, et un petit astre. Et arrive cette découverte qui va influencer la pensée humaine. La Terre n'est pas le centre du monde. Voyez, il a suffi de cette observation obtenue dans le domaine scientifique pour arriver à cette conclusion qui est tellement plus vaste, qui couvre bien autre chose que le domaine scientifique. Eh bien, un événement analogue s'est produit au début du XXe siècle, à propos de l'histoire de l'univers. Là, on ne parle plus de la Terre, mais de tout l'univers. Avant cette période, avant ce début du XIXe siècle, il y avait la vision ancienne, c'est l'univers est éternel. L'univers est éternel et celui qui l'avait affirmé et sur lequel on s'appuyait pour dire cela, c'est Aristote. Aristote disait l'univers a toujours existé et il existera toujours. Rien ne change. Ça, c'est la vision, la pensée dominante depuis donc l'époque romaine et même probablement bien avant. L'univers, c'est quelque chose qui est stable, statique, stationnaire, ça ne change pas. Et là va arriver une histoire tout à fait analogue avec un autre personnage qui s'appelle M. Edwin Hubble. Edwin Hubble, c'est un astronome qui a des instruments évidemment beaucoup plus puissants que Galilée. Et avec ces instruments, il regarde le ciel et il voit évidemment beaucoup plus loin, il voit des galaxies. Les galaxies, c'est quoi? Si vous n'êtes pas familier, voilà une image de galaxie. C'est un système qui contient au moins 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Vous voyez d'un coup comme l'univers va prendre aux yeux des humains des dimensions gigantesques et Hubble va aller plus loin. Il va voir qu'il y a beaucoup de galaxies et je vais vous montrer une image qui est un document relativement récent, ça fait pas plus de quelques décennies que nous avons ce document. Si on se pose la question de quoi ça a l'air l'univers dans les plus grandes dimensions, eh bien l'univers, il est fait de galaxies. Il y a beaucoup de galaxies dans l'univers. Si vous voulez une idée, voilà une image de l'univers dans ses plus grandes dimensions. Chaque petit point ici est une galaxie comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Et le nombre de galaxies est également de plus de 100 milliards. 100 milliards de galaxies contenant chacune de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Vous voyez comment l'univers a pris des dimensions absolument gigantesques. Mais Hubble va faire une autre découverte, plus stupéfiante encore que celle qu'il a fait auparavant. Il va découvrir quelque chose qui, c'est ça, qui va nous lancer dans une nouvelle façon de penser l'univers. D'abord, qu'est-ce qu'il va faire Hubble avec son télescope? Il va prendre des mesures. Il va mesurer quoi? Ce qu'il peut, c'est-à-dire les distances. Il peut évaluer les distances aux différentes galaxies que vous voyez là. Et puis leur vitesse, c'est-à-dire dire si elles se rapprochent ou si elles s'éloignent. À quoi il s'attend? Vraisemblablement d'en trouver qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent. Ce n'est pas du tout ça qu'il va découvrir. Il va découvrir cette chose étonnante à laquelle il aura lui-même beaucoup de difficultés à croire. Ce sont ses étudiants qui vont lui dire « Non, non, vous avez raison, vous ne vous êtes pas trompé ». Il va découvrir que les mouvements de ces galaxies
sont tout à fait particuliers. En résumé, les galaxies qui sont près de nous s'éloignent de nous. D'abord, toutes les galaxies s'éloignent de nous. Vous voyez, ce n'est pas du tout un mouvement aléatoire, c'est un mouvement très organisé. Toutes les galaxies s'éloignent de nous, sauf quelques très rares exceptions. Et ce mouvement d'éloignement est tel que celles qui sont proches s'éloignent lentement et celles qui sont loin s'éloignent vite. Alors, j'ai fait une petite maquette qui représente à peu près ceci. Ici, chaque petit point est une galaxie et une petite flèche veut dire un petit mouvement, une grande flèche, un grand mouvement. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, il a découvert ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Nous vivons dans un univers qui est en expansion. Si vous voulez une image familière pour vous l'imaginer, imaginez un pudding au raisin. Vous prenez des petits raisins secs, vous les mettez dans une pâte avec de la levure et vous mettez le tout au four. Et maintenant, vous vous installez sur un des raisins et vous regardez vos collègues raisins. Qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, un peu d'imagination va vous montrer que vous allez voir la même chose. Comme la pâte gonfle, les raisins qui sont près de vous, d'abord les raisins s'éloignent, c'est ça que signifie la pâte gonfle, et puis les raisins qui sont proches de vous s'éloignent lentement, et ceux qui sont loin s'éloignent vite. Autrement, si ce n'est pas le cas, vous aurez des mauvais rapports de vos convives quand vous leur servirez. Si vous voulez avoir un pudding qui soit bon, il faut que cela se passe. Les puddings au four sont en expansion, l'univers est en expansion. Alors, cependant, les comparaisons, c'est toujours un peu bancal. Cette comparaison a des choses qui ne marchent pas. D'abord, le pudding a un centre, l'univers n'a pas de centre. Le pudding a une frontière, l'univers n'a pas de frontière. Mais à part ça, la comparaison est bonne. Et n'imaginez pas que nous sommes au centre du monde parce que nous voyons cette façon. Chaque personne dans toute galaxie verrait exactement la même chose. L'expansion, c'est une propriété universelle. Alors vous voyez l'impact de ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'univers est en expansion, il n'est pas stationnaire. Il y a du mouvement. Il y a un mouvement aux plus grandes échelles possibles. Et maintenant, si vous tournez le film à l'envers, vous allez voir que dans le passé, vous allez imaginer que dans le passé, ces galaxies étaient plus rapprochées. Et dans le futur, elles seront plus éloignées. Ça veut dire que l'univers a une histoire. Il n'est pas éternel, il ne peut pas reculer indéfiniment, il n'est pas éternel, et il est en changement profond. C'est ça la grande découverte qu'a fait Hubble. L'univers dans lequel nous vivons est un univers qui a une histoire, c'est-à-dire qui a un passé, un présent et un avenir. Si rien ne change, il n'y a pas d'histoire. Ce n'est que si les choses changent qu'on peut parler d'une histoire qu'on peut raconter. Et quelle va être, à partir de là, la tâche des astrophysiciens? Eh bien, ça va être de reconstituer l'histoire du cosmos, c'est-à-dire d'essayer de retrouver, par des études variées, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et d'essayer de prédire, mais c'est toujours dangereux, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Vous voyez, c'est un changement global sur tout le rapport que les humains ont avec leur univers qui a été obtenu par un résultat obtenu avec des méthodes scientifiques, télescopes et tout ça. Donc la tâche des scientifiques, ça va être de reconstruire l'histoire de l'univers, mais ils ont à leur actif, à leur possibilité, comme outillage, deux éléments différents. Ils ont l'astronomie, bien sûr, qui consiste à observer avec des télescopes de plus en plus grands, de plus en plus importants, de lancer des télescopes dans l'espace, de faire des télescopes qui sont non seulement dans la lumière optique, mais aussi dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, dans les rayons X, dans les rayons gamma. Tout cela, ce sont les instruments qui sont disponibles pour les astrophysiciens. Ils vont travailler avec l'astronomie, donc ils vont faire des télescopes de plus en plus importants pour reconstituer cette histoire, mais aussi par la physique. La physique nous enseigne comment la matière se comporte, quelles sont les lois qui
qui gouvernent la matière. Et évidemment, ces lois sont aussi un élément important pour essayer de reconstituer cette histoire. Et ils ont pour eux les grands télescopes, et en particulier le plus grand du monde aujourd'hui, qui est à Genève, qui s'appelle le LHC. Et ce télescope, vous allez en voir une image, c'est un long tunnel de 27 kilomètres sous terre et à 100 mètres de profondeur, et à partir duquel on bombarde des particules sur d'autres particules, et on fait des événements atomiques à partir desquels on peut obtenir les lois de la physique. Mais pour cela, il faut des grands détecteurs, et voici une image des détecteurs qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas des voltmètres ou des petits ampèremètres. Regardez bien ici, vous avez l'image d'un physicien, ça vous donne un peu la dimension de cet appareil. C'est avec cet appareil et avec les télescopes qu'on peut reconstituer cette histoire. Et je vais maintenant vous décrire, un peu en résumé, bien sûr, cette histoire. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le Big Bang. Alors, le Big Bang, c'est quoi? Le Big Bang, c'est un scénario du passé de l'univers. Le Big Bang, ça n'est pas, là, il faut faire attention, on est dans un domaine de science, c'est-à-dire ça n'est pas la vérité, c'est ce que nous avons de mieux à nous mettre sous la dent quand nous voulons essayer de reconstituer le passé de l'univers. C'est une théorie qui est encore très imparfaite, qui a encore beaucoup de problèmes, mais qui nous a appris beaucoup de choses et qui est, en gros, très crédible pour un esprit critique qui ne veut pas se laisser raconter n'importe quoi, c'est-à-dire qui s'appuie sur des preuves, des résultats qui sont des résultats crédibles. Alors, je dis ça parce que souvent les gens disent « Ah, le Big Bang, c'est vrai, c'est pas vrai ». C'est pas ça, on ne peut pas dire c'est vrai, c'est pas vrai. Le Big Bang, c'est le meilleur choix parmi les scénarios qui existent aujourd'hui pour décrire le passé de l'univers. Et c'est de beaucoup, c'est tellement de beaucoup le meilleur choix que tous les scientifiques compétents le prennent au sérieux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils disent c'est pas une question de dogme, vrai ou pas vrai. Non, c'est le plus crédible, mais toujours qui est provisoire, dans le sens que il se pourrait que demain, de nouvelles expériences le mettent en cause, dans lequel cas il faudrait y retravailler. C'est ça qui fait la force de la science, c'est qu'elle est prête à se revoir, à revoir sa copie, à s'ajuster aux observations, sachant que ce qui est le roi ou les reines de la science, c'est les observations. Alors, je vais vous dire donc quelques mots sur le scénario du Big Bang parce qu'il va jouer un rôle très important pour nous. D'abord, je vais vous montrer quelles sont les personnes, les artisans de la théorie. C'est d'abord Einstein. Là, on est en 1928 quand cela est formulé. En 1915-17, Einstein formule la théorie de la relativité générale, qui est maintenant admise comme une théorie extrêmement compétente et efficace. Et le maître, c'est celui qui va mettre ensemble les théories d'Einstein et les observations de Hubble pour faire la théorie du Big Bang. Alors, la théorie du Big Bang, elle dit quoi? Eh bien, en gros, elle dit à peu près ceci. Suivant les observations de Hubble, elle dit l'univers est en expansion. Einstein nous apprend qu'un univers qui est en expansion est un univers qui se refroidit. C'est un peu l'analogue de ce qui se passe dans les cylindres de voiture. Quand vous comprimez un gaz, il se réchauffe. Quand vous le détendez, il se refroidit. C'est ce qui se passe dans les frigidaires. C'est également applicable à l'univers. L'univers se refroidit. Et grâce à une autre loi de la physique qui dit que plus la matière est chaude, plus elle émet de la lumière. Si vous avez déjà visité une forge, vous savez que quand vous chauffez le fer, quand vous arrivez à certaines températures, il se met à émettre de la lumière rouge. Et puis ensuite, si vous continuez, il va passer à l'orange, il va passer au jaune, il va remonter l'arc-en-ciel. Donc, à partir de ces trois connaissances, de ces trois données, on peut résumer de la façon suivante. La théorie du Big Bang, c'est la théorie
Elle dit quel est le scénario du cosmos, comment ça s'est passé dans le passé. Ça dit ceci, l'univers des premiers temps était extrêmement chaud, extrêmement dense et extrêmement lumineux. Si on remonte assez loin dans le passé, des milliards de degrés, des milliards d'unités de densité et de lumière. Et l'histoire de l'univers, c'est l'histoire d'un magma, je ne sais pas quel mot on pourrait dire exactement, qui est en expansion, qui est en refroidissement et qui est en obscurcissement. Voilà, ça, je pense que ces trois éléments ont toutes les chances de durer, d'être solidement établis. Il y a beaucoup d'autres difficultés ici et là, mais je pense que ces trois choses-là sont raisonnablement admises. Et là intervient, vers les années 50, un autre personnage qui s'appelle Georges Gamow. C'est un physicien que j'ai eu comme professeur quand j'étais étudiant aux États-Unis. Et Gamow était un homme très drôle qui racontait beaucoup d'histoires. Il commençait toujours ses cours par la dernière histoire qu'il avait entendue. Et après, il en riait lui-même. Et nous rions plus ou moins selon le cas. Mais à la fin, nous attendions que Georges Gamow ait fini de rire de sa propre histoire pour continuer son cours. Ça, c'est les événements dont je me souviens très bien de quand j'étais étudiant. Eh bien, cet homme, un Russe tout à fait génial, s'est dit ceci. Là, on est en 1950, 48. La théorie du Big Bang n'est pas vraiment acceptée à cette période par les physiciens qui ne l'aiment pas beaucoup. Ils ne l'aiment pas beaucoup parce qu'elle a quelque chose d'une sorte de résonance biblique qui les gêne. Mais Gamow dit qu'on aime une théorie ou non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est est-ce qu'elle peut se défendre? Est-ce qu'elle peut acquérir des preuves? Est-ce qu'on peut la soumettre à des tests? Et Gamow se dit, bon, prenons-la au sérieux. Imaginons que ce soit vrai, cette histoire de Big Bang. Alors, on va remonter dans le temps. Si on remonte dans le temps, si on tourne le film à l'envers, on va arriver vers un univers qui est de plus en plus dense, les galaxies se sont rapprochées, de plus en plus chaud et de plus en plus lumineux. Et si on remonte suffisamment loin, on doit arriver à une sorte de flash fantastique. C'est un peu d'ailleurs ce qui a donné le nom à Big Bang, c'est un peu cette image d'une explosion, une sorte de flash fantastique avec une densité de lumière extraordinaire. Alors, Gamow se dit, eh bien, cette lumière qui dominait l'univers des premiers temps, qu'en est-il arrivé? Est-ce qu'elle a complètement disparu ou bien est-ce qu'il en reste quelques traces quelque part, quelques traces, quelques fossiles, on peut dire, que si on le retrouvait maintenant, ça nous donnerait une confirmation. Ça nous dirait, ben voilà, la théorie du Big Bang, elle est confirmée parce que cette lumière qu'on peut prévoir être présente au début, on a trouvé sa trace. Alors il fait des calculs, Gamow, et puis il arrive à la conclusion qu'il doit rester dans l'univers un rayonnement qu'on appellera le rayonnement fossile, un rayonnement extrêmement faible, extrêmement dilué, pas visible à l'œil, mais détectable par les radars. C'est le début, c'est la fin de la guerre, les radars viennent d'être installés et il prévoit donc, il dit, si la théorie est bonne, il doit rester ce fossile que si on l'observe, si on le détecte, il nous dirait, oui, vous êtes sur la bonne piste en disant que l'univers a été très chaud et très lumineux. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. En 1965, il va arriver cet événement. Alors, Georges Gamow, il va arriver cet événement que ces physiciens vont détecter ce rayonnement fossile exactement tel que Gamow l'avait prévu. Alors, ça a été évidemment un événement fantastique. Toute la communauté scientifique, même ceux qui n'aimaient pas la théorie du Big Bang, se sont dit une théorie qui est capable de prévoir quelque chose d'aussi fantastique que le rayonnement, les restes, les reliques lointaines du rayonnement des premiers temps de l'univers, on doit la prendre au sérieux.
Alors, je vais vous montrer cette image. Je crois que c'est important parce que c'est un document très important, là aussi, pour toute la pensée humaine. C'est le document qui a confirmé la théorie du Big Bang. Je vais vous la montrer en fausse couleur, parce que les ondes en question sont des ondes de radar. Il n'y a pas de couleur associée avec les radars, mais c'est un peu ce que fait votre télévision. Elle détecte des ondes qui sont précisément le même type d'ondes, des micro-ondes, c'est ce qu'on appelle les micro-ondes, des ondes millimétriques, et on donne de la lumière, votre télévision leur donne de la couleur, mais elles n'en ont pas. Donc, ce que vous allez voir, c'est ce qu'aurait vu une personne qui aurait été présente à cette époque, ce n'est pas le Big Bang, mais c'est près du Big Bang, qui aurait regardé le ciel. Encore une fois, les couleurs sont fausses, mais le détail, le dégradé de l'image, c'est tout à fait vrai, valable, authentique. Voilà, c'est ça qu'ils ont vu. C'est ce document qui a été maintenant étudié avec des instruments de plus en plus précis et que l'on connaît maintenant avec une très grande précision. C'est un document duquel nous extrayons tout ce que nous connaissons, ou presque tout ce que nous connaissons sur les premiers temps du cosmos. Donc, c'est vraiment une pierre de Rosette ou un Graal, je ne sais pas quel nom on peut donner, mais c'est vraiment un document fantastique. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, ce document? Bien, je vais vous dire en quelques mots ce qu'il va nous apprendre, ce qu'il nous a appris. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers qui est très richement structuré. Nous avons des systèmes, des structures pratiquement à toutes les échelles. Nous avons d'abord les galaxies, comme vous avez vu tout à l'heure, qui ont des dimensions gigantesques. Et si on descend dans l'échelle des dimensions, il y a maintenant des étoiles, des planètes, des comètes, tous ces corps célestes qui ont des dimensions variées à partir des plus grandes aux plus petites. Et ensuite, nous arrivons dans le domaine de la vie sur la Terre. Nous avons énormément, plusieurs millions d'espèces vivantes, minérales, végétales et animales qui sont effectivement également des structures complexes. Et puis, quand nous allons vers des dimensions encore plus petites, nous avons les microbes, les bactéries, les virus, invisibles à l'œil nu, mais quand même très structurés. Nous arrivons au niveau des molécules géantes, l'ADN, qui compose notre génome. Et puis, en continuant vers les petites dimensions, nous arrivons aux molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, le méthane. On continue et on arrive au niveau des atomes. Là, c'est tous les atomes de la table de Mendeleïev, le carbone, l'azote, l'oxygène, l'or, le plomb, l'argent, une centaine d'éléments chimiques. Et nous continuons, nous arrivons vers les noyaux des atomes et les particules qui composent ce noyau des atomes. Cet univers très richement organisé que nous observons aujourd'hui, ce que cette image nous montre, c'est que ça n'était pas le cas au tout premier temps du cosmos. Voilà la première information importante. L'univers le plus ancien, l'univers des premiers temps, est sans structure. Ça veut dire que, on va dire un peu ce qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que nous appelons des particules élémentaires. Les particules élémentaires, ce sont les électrons, nos courants électriques, les photons de la lumière, les grains de lumière, les quarks qui composent des protons et des neutrons. C'est les seuls éléments qui sont là. L'univers est un magma inconstitué, extrêmement chaud, des milliards de degrés, extrêmement dense et sans aucune structure. Et là, vous devinez ce qui va être l'histoire de l'univers. Je vous ai parlé de 3 éléments. Il se dilue, il se refroidit et il devient moins lumineux. Le 4e élément, qui est celui qui est central à ce moment-ci, il devient de plus en plus structuré. L'histoire de l'univers, c'est comment cet univers est passé de ce magma incandescent à les structures qui sont présentes un peu partout dans l'univers et dont notre corps est un exemple.
Notre corps, justement, est un des résultats de cette image, de cette organisation progressive de l'univers qui va faire intervenir des étoiles, des galaxies, des planètes. Et en peu de mots, c'est l'histoire de l'univers. Il y a, en plus des particules élémentaires, il y a des forces. C'est la gravité, la force électromagnétique, les forces nucléaires. Ce sont les forces qui vont amener ces particules à s'associer, et c'est cela qui va nous amener à l'histoire de la matière qui s'organise. Je dirais, c'est ce que j'aime appeler la belle histoire. La belle histoire, elle commence il y a 13,7 milliards d'années. À cette période, notre corps humain est composé, en dernière analyse, d'électrons et de quarks. Le nombre d'électrons et de quarks qu'il y a dans le corps de chacun d'entre nous, c'est un très gros chiffre. C'est 1 avec 29 zéros. 1 avec 29 zéros, c'est le nombre d'électrons et de quarks qui est présent dans notre corps. Ça varie un peu avec votre poids, mais ça tourne autour de ça. 10 puissance 29 pour les initiés. Eh bien, ces particules que vous touchez, que vous douchez quand vous allez prendre votre douche, ces particules existaient à cette période, au tout début de l'univers, mais dans un état complètement différent de celle dans lequel elles sont aujourd'hui. Elles étaient dissociées. Elles se baladaient dans l'espace, dans ce magma incandescent, et aujourd'hui, elles sont associées. Je vais vous proposer une petite expérience. Vous fermez les yeux et vous dites « j'existe ». Vous prenez conscience de votre existence. Quand vous prenez conscience de votre existence, vous faites une des plus hautes prouesses qui a jamais été faite dans l'histoire de l'univers. Ce n'est pas de gagner des médailles olympiques à Sochi qui est important, qui est la plus haute performance, c'est ça. Quand vous dites « j'existe », 10 puissance 29 électrons et quarks s'associent pour faire une prouesse qui est simplement le fait de dire « j'existe ». Voilà, en résumé rapide, l'histoire de l'univers. C'est comment ces particules dont vous êtes composés se sont associées pour vous amener à pouvoir faire cet événement. C'est ce que j'appelle la belle histoire, parce que tout à l'heure, je vais vous parler d'une autre histoire qui est une moins belle histoire, mais ça, c'est la belle histoire et c'est les informations, les bonnes nouvelles que nous apprend la science contemporaine. C'est tout ce qu'il y a dans ce passage qui nous permet de pouvoir arriver à faire cette prouesse. Par exemple, l'astronomie nous a appris également que dans ce processus qui est parti de ces particules dissociées jusqu'à ce qu'elles sont aujourd'hui, les étoiles ont joué un rôle fondamental. Ça, c'est aussi des informations qui nous viennent de la science, de l'astronomie. On ne savait pas ça il y a 100 ans. Ça a été découvert autour des années 1930. Depuis longtemps, les êtres humains se posent des questions à propos des étoiles. Ces étoiles qu'ils voyaient mieux dans le passé parce qu'il n'y avait pas les lampadaires pour nous empêcher de voir le ciel, et c'était très présent pour nos ancêtres, les étoiles, quand ils sortaient la nuit, ils voyaient ce ciel étoilé, ils se demandaient qu'est-ce que c'est que ces étoiles, où sont-elles, sont-elles proches, sont-elles loin, ils n'avaient aucune idée de ce que pouvaient être les étoiles. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup de choses et nous savons en particulier l'importance qu'elles ont eue dans notre passé. Alors, je vous ai mis ici, je trouve, ce qui est une très belle image pour décrire l'amplitude de ce monde d'étoiles. Là, vous pouvez regarder cela et pour un moment oublier votre rationalité. Laissez-vous juste pénétrer par cette image qui vous montre comment notre univers contient des quantités fantastiques d'étoiles. Sont-elles habitées? Y a-t-il des planètes autour de ces étoiles? La réponse est probablement oui. Y a-t-il des êtres vivants? Y a-t-il des gens comme nous qui font des festivals de Courbevoie? Peut-être.
On n'en sait rien, mais vous pouvez, avec votre imagination, vous laisser aller à penser que vous êtes là, observé exactement comme nous sommes observés. Ça, c'est pas certain. Pour l'instant, nous n'avons pas de connaissance. Nous ne savons pas si nous sommes seuls ou non, mais on peut se laisser aller à l'imaginer. Et maintenant, je vais vous montrer un autre phénomène important, découvert récemment aussi. Il y a dans le ciel des collisions de galaxies. Vous avez ici deux galaxies, une ici, une là. Ces galaxies sont en collision. Ça veut dire qu'elles sont en train de s'interpénétrer progressivement. Qu'est-ce que ça fait quand des galaxies s'interpénètrent? Eh bien, ça produit une quantité fabuleuse de nouvelles étoiles qu'on appelle des étoiles géantes bleues. Vous les voyez ici, il y en a partout. Ces étoiles-là ont été formées au moment et par la collision. Ces étoiles géantes bleues, par ailleurs, nous savons que ce sont des étoiles très chaudes. On en voit quand, si vous êtes familier avec Orion, par exemple, la ceinture d'Orion, la nuit, ce sont trois géantes bleues. Ce sont des étoiles connues parce que, alors, un élément important des étoiles, c'est que les étoiles sont très chaudes. Au centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. Au centre d'une géante bleue, il peut faire 100 millions, 200 millions de degrés. Qu'est-ce qui se passe au centre d'une étoile, dans le cœur d'une étoile? Cette chaleur va créer ce qu'on appelle des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires vont créer de nouveaux atomes. Les étoiles sont le centre des étoiles est le lieu où les atomes que nous connaissons, tous les atomes que nous connaissons, se sont formés. Dans le Big Bang, il n'y avait pas d'atomes. Il n'y avait pas de noyau atomique, il n'y avait pas d'atomes. Les étoiles ont formé ces atomes et les géantes bleues en particulier sont responsables de l'oxygène. Or, sachant que notre corps humain est composé à 65-70% d'atomes d'oxygène, vous voyez ici des géantes bleues qui ont produit de l'oxygène. Ce qui veut dire qu'un des événements les plus anciens de notre généalogie se situe bien avant la naissance du Soleil, quand des galaxies comme celle-là entrent en collision et qu'elles produisent des étoiles géantes bleues, lesquelles produisent de l'oxygène et nous avons hérité de cet oxygène. Vous voyez comment notre passé généalogique nous fait remonter très loin dans le passé, et dans ce lointain passé, les étoiles sont nos grands-mères, puisqu'elles sont responsables du fait qu'il y a des atomes dans l'univers et que s'il n'y avait pas d'atomes, on ne serait pas là. Donc, c'est intéressant de revoir un peu comment la science nous apprend notre généalogie et comment nous apprenons que cette histoire de l'univers que nous sommes en train de reconstituer, cette histoire de l'univers, c'est aussi la nôtre, puisqu'il y a tous les événements qui sont intermédiaires, qui sont impliqués dans notre existence. De sorte qu'on peut dire que les scientifiques deviennent non seulement des historiens, puisque l'univers a une histoire et que les gens qui étudient l'histoire, ce sont des historiens, mais nous devenons également des gens qui racontent leur propre histoire, c'est-à-dire des autobiographes. L'astronomie devient comme une autobiographie de savoir d'où nous venons, comment nous sommes arrivés ici, quelles sont toutes ces étapes qui ont été importantes pour notre arrivée ici. Alors, je vais vous montrer maintenant, puisqu'on s'intéresse aux étoiles, quelques belles images de la naissance et de la mort des étoiles. Elles sont importantes, elles nous touchent plus particulièrement maintenant que nous savons que nous leur recevons. Alors, voici d'abord un lieu de naissance d'étoiles. Ce que vous voyez là, ce grand cône sombre, c'est une nébuleuse. Une nébuleuse, comme il y en a beaucoup dans la galaxie. Ces nébuleuses sont gazeuses. Elles s'effondrent sur elles-mêmes parce que ce n'est pas solide, c'est du gaz. Cet effondrement produit des étoiles et ces étoiles sont chaudes par la chaleur de l'avalanche qui les forme. Ce que vous voyez ici, par exemple, ce sont de nouvelles étoiles qui viennent de se former par l'effondrement de cette nébuleuse. Donc vous avez
littéralement un accouchement stellaire. Ces étoiles viennent d'entrer dans l'univers et elles vont, à partir de là, se promener un peu partout dans la galaxie. C'est ce qui est arrivé il y a 4 milliards 500 millions d'années au moment de la naissance de notre Soleil. Notre Soleil et ses planètes sont nés dans des circonstances analogues. Maintenant, je vais vous montrer comment les étoiles ayant vécu leur vie et fabriqué tous leurs atomes vont mourir. L'étoile qui meurt, c'est celle-ci. Elle est toute petite étoile ici au centre. Comment meurt-elle? Eh bien, c'est une lente agonie, si on peut dire, où toute la matière des couches supérieures va être soufflée dans l'espace. Et tout ce que vous voyez ici, c'est de la matière qui était auparavant à l'intérieur de l'étoile jusqu'aux couches supérieures qui sont évacuées. Et ces couches contiennent tous les atomes que l'étoile a fabriqués. Sa moisson de nouveaux atomes qui vont se disperser ensuite dans l'espace. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des chapitres de notre histoire. On va voir ici, par exemple, les atomes avec leurs électrons, les molécules, la molécule d'eau, la molécule de sucre. Si on place comme ça des atomes de carbone et d'oxygène et d'hydrogène, ça donne du sucre. On a ici des molécules du génome et puis au cours du temps, la matière va se structurer, on va voir apparaître ces êtres microscopiques et plus tard sur la Terre, des systèmes encore plus organisés. Tout ça, c'est l'histoire de la matière qui s'organise progressivement. Et là, je vais arriver à un moment crucial de notre existence. Alors, vous prenez votre date de naissance, vous soustrayez 9 mois, vous arrivez à l'événement majeur, beaucoup plus important que la naissance, c'est la conception. C'est le moment où un spermatozoïde de votre père entre dans l'ovule de votre mère, et à ce moment-là, vous entrez dans l'existence. Avant ça, nous n'existions pas. Nous étions strictement dans le néant. Nous n'existions pas. Nous entrons dans l'existence. À partir de là, nous élaborons notre corps. Nous en arrivons au point de pouvoir, par exemple, prendre conscience de notre existence. Vous voyez, c'est un peu toute l'histoire de la nature. C'est l'histoire d'une structuration progressive en passant de petites particules élémentaires à d'autres, dans des particules de plus en plus importantes, des systèmes. Et pour chacun de nous, c'est ce moment où nous entrons dans l'existence. Et nous poursuivons notre existence, en particulier avec les créations artistiques et tout ce qui est possible dans la vie d'une personne. Alors ça, c'est la belle histoire. Maintenant, je dois vous raconter la moins belle histoire. Il faut être réaliste, bien sûr, ça ne sert à rien de se cacher la tête comme l'autruche proverbiale dans le sable. La moins belle histoire, elle commence beaucoup plus récemment. La belle histoire, elle a à peu près 14 milliards d'années. La moins belle histoire, elle est beaucoup plus jeune. Elle a au mieux quelques millions d'années. Quelques millions d'années, il se passe quelque chose que personne ne comprend très bien, de tout à fait étonnant. Il y a quelques millions d'années, ça se passe quelque part en Afrique. Il y a une variété animale qui acquiert une propriété extraordinaire qui est une forme supérieure d'intelligence. Voilà à peu près la personne qui acquiert. Pourquoi c'est le singe, le chimpanzé qui acquiert une nouvelle forme d'intelligence? Pourquoi ce n'est pas un dauphin ou autre chose, un oiseau? On n'en sait rien. Mais c'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, ce chimpanzé va acquérir cette intelligence fabuleuse qui nous caractérise. Ce sont les premiers êtres humains, les Homo sapiens, qui apparaissent à cette période. Et ils apparaissent là, cette fois, encore plus récemment, c'est 200 000 ans. Alors, c'est l'espèce animale qui va poser problème. Vous voyez, il y a de quoi réfléchir. Alors, pour résumer le problème qui va se poser à lui, je vais parler de ceci.
du rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Ce qui va se passer, c'est ceci. Je vais vous parler de ce qu'on appelle l'évolution des armes. Donc, les hommes apparaissent en Afrique, ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Les êtres humains n'ont pas des grandes dents comme les tigres, ils ne courent pas vite comme les jaguars, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, ils ne volent pas, ils sont vraiment rejetés, livrés à une nature très peu amicale, et ils doivent se défendre. Heureusement, eux qui n'ont pas reçu tous ces cadeaux dont j'ai parlé, ont reçu ce nouveau cadeau qui s'appelle l'intelligence. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'intelligence? Eh bien, il faut qu'ils survivent. Vous savez, la loi de la jungle, c'est manger et ne pas être mangé. C'est, en résumé, c'est la vie dans la nature à cette période. En tout cas, c'est vraiment ça qui est fondamental. Eh bien, ils vont faire des armes. C'est comme ça qu'ils ont survécu. Et heureusement, parce que s'ils n'avaient pas survécu, on ne serait pas là. Donc, on leur est redevable du fait qu'ils ont pu fabriquer des armes. Mais fabriquer des armes, ça n'est pas sans problème. Ça peut causer des problèmes sérieux, et je vais vous les montrer en résumé par ce qu'on peut appeler la séquence des armes. Alors, ça commence par des armes assez simples, et puis, comme ils sont intelligents, ils font des armes de plus en plus sophistiquées. Ils font des frondes, par exemple, qui permettent de tuer leur proie à distance. C'est déjà un progrès. Ils vont faire des arcs, des arbalètes, et puis toujours, grâce à leurs cadeaux de la nature, ils vont faire des fusils, ils vont faire des canons, ils vont faire des canons encore plus sophistiqués, encore plus, ils vont faire des chars d'assaut, et ils vont faire des bombes atomiques, et ils vont faire exploser les bombes atomiques. Vous voyez, il faut penser toutes ces séquences-là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui nous a été révélée récemment par l'ouverture des archives du Kremlin pendant la guerre froide. Où étiez-vous le 26 septembre 1983? À cette période, c'était la guerre froide, et ce monsieur, que voilà, cet officier, était en charge d'un arsenal russe qui détenait les manettes pour l'émission des bombes atomiques, des ogives nucléaires. Et donc, ils étaient continuellement en train d'observer ce qui se passait aux États-Unis. Et ce jour-là est arrivée une nouvelle. Les Américains ont lancé une salve atomique de 5 fusées qui seront ici dans 15 minutes. C'est le temps que ça prend pour une fusée d'aller des États-Unis jusqu'en Union soviétique. Ce monsieur avait la responsabilité de faire ce qu'il fallait faire. Il n'a rien fait. Il n'a pas déclenché l'alarme nucléaire, il n'a pas déclenché le lancement des bombes. Quand on lui a demandé après coup, il faut dire que c'était une fausse alarme. On l'a appris après coup, c'était des reflets de soleil sur des nuages très hauts. Quand on lui a demandé pourquoi vous n'avez pas poussé sur les boutons, il avait toutes les informations pour réagir. Il a répondu parce que j'ai pensé que ce n'était pas la meilleure solution. Vous voyez de quoi nous avons dépendu pendant 15 minutes. C'est grâce au fait que ce monsieur a réagi de cette façon que nous sommes là. S'il n'avait pas réagi de cette façon, avec les 5000 mégatonnes de bombes nucléaires qu'il y avait dans les 2 continents, on serait vraisemblablement plus là. Et là, vous voyez comment l'intelligence, qui a été un cadeau précieux au début, est devenu de plus en plus menaçant, et tellement menaçant que cette intelligence qui a permis de faire des bombes atomiques aurait pu nous éliminer à cette période. Ça, c'est en peu de mots le résumé de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons à gérer
la puissance énorme de notre intelligence pour l'empêcher de nous éliminer. Voilà, en peu de mots, on peut dire comme ceci. Ce qui s'est passé, c'est une période qui s'appelait la terreur nucléaire. Les plus âgés d'entre vous s'en souviennent. C'était le moment de la guerre froide. À plusieurs reprises, là je vous ai donné le cas le plus critique, mais à plusieurs reprises sont arrivés des moments où on est venu très près d'une guerre nucléaire. Par exemple, après Cuba, quand Khrouchtchev voulait emmener des armes atomiques à Cuba et que Kennedy avait réagi, il y a eu plusieurs exemples. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut en tirer la leçon. C'est important de prendre les leçons du passé, même si les choses ne se sont pas passées. L'humanité aurait pu disparaître de la Terre. Vous voyez, nous sommes habitués à ce qu'on nous dise « nous sommes le chef-d'œuvre de la création, nous sommes le but de l'évolution, nous sommes ce qu'il y a de mieux au monde ». Eh bien, vous vous apercevez que ce personnage que nous sommes est extrêmement fragile et périssable. Il n'aurait pu disparaître. Alors, imaginons maintenant que ça se soit passé. Imaginons qu'il y ait eu cette guerre nucléaire. Évidemment, nous ne serions plus là. Cela nous pose une question que je formulerai de la façon suivante. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? S'il avait fallu qu'il y ait eu cette bombe atomique, on aurait pu dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau que nos ancêtres ont reçu et qui nous a amenés à nous éliminer? Est-ce que ce n'était pas un cadeau empoisonné? L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Prenons par exemple les tortues. Les tortues, ce n'est pas très intelligent par rapport à nous, c'est nul. Mais les tortues, ils ont un avantage par rapport à nous, c'est qu'elles existent depuis 300 millions d'années. Depuis 300 millions d'années, les tortues ont pu vivre et coexister, alors que nous, après quelques millions d'années, nous sommes déjà dans le collimateur d'une destruction possible. Vous voyez, ça remet les choses à leur place, ce qui permet à des espèces de durer. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la capacité de vivre en harmonie avec la nature. Nous, sur ce plan, nous sommes nuls. Nous sommes au contraire une espèce saccageuse, ravageuse, destructrice, et nous avons à vivre avec ça. Par exemple, nous nous sommes développés, et voilà une image vue d'un satellite de la Terre aujourd'hui. Nous sommes partout. Nous sommes extrêmement puissants. Notre influence est à l'échelle de la planète, et c'est ça qui a amené la crise écologique contemporaine. Tout ce qui nous menace aujourd'hui, le réchauffement climatique, la pollution des océans, l'érosion de la biodiversité, tout cela s'est relié à des inventions qui sont des inventions humaines et qui sont dues au fait, mais possibles, qui sont devenues possibles parce que nous sommes très, très, très intelligents. Les bombes atomiques ou les pesticides, on peut dire, tout se passe comme si nous menions une guerre contre la nature. Personne ne veut mener une guerre contre la nature, mais en pratique, voilà ce que cela donne. Et un autre exemple, il y a eu à Bonn en 2008 une conférence. Nous pourrions avoir éliminé avec notre grande puissance la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. Et ces espèces vivantes que nous éliminons, ce sont pas seulement les tigres du Bengale, mais les vers de terre, les abeilles, les insectes, tout ce qui nous fait vivre. Tous les insectes pollinisent, les vers de terre oxygènent les sols. Essentiellement, nous coupons la branche sur laquelle nous sommes assis. Voilà ce que donne aujourd'hui le fait que nous mésusons de notre intelligence. Alors, on peut prendre des leçons du passé, on peut revenir en arrière et prendre des leçons du passé, de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et voici, par exemple, quelques-unes de ces leçons. Les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter aux changements, qui savent s'adapter aux
aux variations du climat, au volcanisme. Dans le passé, il y a eu des drames terribles de volcanisme, les météorites qui ont éliminé les dinosaures il y a 65 millions d'années. Vous voyez comment ce qui est important aujourd'hui, c'est un changement de l'évolution, de notre utilisation de l'intelligence. Si on veut prévoir le futur, c'est difficile, la plupart du temps on se trompe, mais quand même, c'est que la vie va continuer. La vie va continuer sur la Terre, mais nous n'en serons pas nécessairement là. C'est notre élimination possible qu'il faut essayer d'éviter. Et là, je vais reprendre encore une fois cette idée d'un scénario catastrophe. Imaginons que ça se soit passé. Imaginons que M. Petrov ait poussé sur le bouton plutôt que de ne pas pousser sur le bouton. L'humanité disparaît. On peut dire, est-ce que ce n'est pas une simple anecdote? Est-ce qu'on ne peut pas dire, il y a eu des millions d'espèces avant nous qui sont disparues, il en apparaît toujours continuellement, c'est l'évolution, c'est dans la norme de l'évolution. Est-ce que ce n'est pas simplement, bien sûr pour nous c'est dramatique, bien sûr, mais à l'image de la Terre et de tous ces changements, toutes ces espèces qui apparaissent et qui disparaissent, je voudrais plaider l'idée que ça n'est pas une simple anecdote. Pourquoi? Parce que l'humanité a apporté des choses, des éléments qu'aucune espèce autre n'a apporté. Et ces éléments disparaîtraient inéluctablement. Et ces éléments valent la peine qu'on se défende, qu'on défende le sort de l'humanité pour pouvoir les conserver. Et je vais en mentionner trois. Le premier, c'est l'art. L'art et la culture. La peinture, la jeune fille à la perle, le Vermeer, la musique, Mozart, Beethoven, tout cela. Vous imaginez bien que si nous disparaissons, les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Ce serait terminé, ce serait passé, mais disparu. Deuxième élément important, la science. Nous sommes la seule espèce qui a été en mesure de comprendre le comportement des atomes, de retrouver l'histoire de l'univers, le Big Bang, de faire des antibiotiques, de faire la médecine, tout cela. Tout cela disparaîtrait également et les grands radiotélescopes qui nous permettent d'observer le ciel et d'avoir ces fabuleuses images de l'univers, ces images et ces télescopes disparaîtraient. Mais la troisième, là je vous ai dit l'art, la culture, j'ai parlé de la science. La troisième, je vais faire une petite fable, et c'est une fable qui se passe dans un nid où il y a des oisillons. Dans mon histoire, il y a 4 oisillons. Il y en a 2 qui sont malades et 2 qui sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades. C'est ce qu'on observe. C'est expliqué par les biologistes en termes de ce qu'ils appellent la logistique des gènes. Ça dit ceci. Ces oiseaux, ces oisillons malades ont vraisemblablement également des gènes malades. Ces gènes malades, ce n'est pas un avantage pour la lignée, c'est une perte de temps, si on peut dire. Il vaut mieux nourrir les oisillons en santé qui, vraisemblablement, ont des gènes en santé, donc pour l'avenir de la lignée, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est ce que les biologistes appellent la logistique des gènes. C'est la loi de la nature pratiquement à tous les niveaux et depuis très longtemps. Maintenant, deuxième volet de la fable, c'est une famille dans laquelle il y a un enfant malade, un enfant en santé. Les parents nourrissent et soignent l'enfant malade quelquefois plus que l'enfant en santé. Ça n'est pas logique, bien sûr, puisque l'enfant malade, il a peut-être des gènes malades. Il vaudrait mieux s'occuper de l'enfant en santé. Ça n'est pas le cas chez les humains et aussi chez certaines familles de grands singes. Il y a des évidences, des observations de comportements comme cela chez les chimpanzés, chez les dauphins et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans l'évolution est apparu un élément qu'on appelle la compassion ou l'empathie. Cet élément fait que les humains ne souffrent
de voir d'autres personnes souffrir. Il y a ce sentiment de vouloir faire quelque chose pour aider les autres, et non pas soi-même seulement, et cela est à l'origine, évidemment, de la Croix-Rouge, d'Amnesty International, la médecine, les hôpitaux et tout cela. Vous voyez, cet élément, ce troisième élément, trois éléments qui disparaîtraient inéluctablement, inexorablement, si les humains disparaissent et qui valent la peine d'être conservés. Cela sont, je pense, trois éléments pour lesquels il vaut la peine de poursuivre, d'essayer de sauver l'humanité et d'éviter que la crise contemporaine écologique ne se termine pas par l'élimination des humains. Parce que vous imaginez que si les humains étaient éliminés, scénario catastrophe dont j'ai parlé, eh bien la crise écologique serait terminée. Et les ours polaires et les baleines qui seraient encore en vie, elles diraient « ouf, bon débarras ». C'est la solution que nous ne voulons pas. Nous voulons que la crise se termine, mais ne se termine pas parce que les humains qui l'ont provoquée en sont la cause. Ça, c'est l'origine de tous ces mouvements d'écologie. Alors, je voudrais parler maintenant d'un événement que nous appelons le Réveil vert. Le Réveil vert, c'est le début, le premier temps où l'humanité, ou des humains plutôt, prennent conscience de ce qui se passe et réagissent. Ça fait longtemps qu'il y a des êtres humains qui voient ce comportement tout à fait désastreux des humains, ces éliminations d'espèces animales et tout, même des gens comme Pythagore, il y a 2000 ans, déjà déploraient le comportement de ses concitoyens par rapport à la nature. Mais les premiers temps où des humains, non contents de déplorer, de dire on ne peut pas continuer comme ça, mais décident de faire quelque chose de façon concrète, c'est, en autant qu'on puisse le voir, ça se passe vers la fin du 19e siècle en Californie, c'est ce qu'on appelait le Réveil vert. C'est le moment où se font les premiers clubs de protection de la nature, les premiers parcs Yellowstone et Yosemite, et un des personnages les plus importants, et je suis content de le citer parce qu'il est peu connu, c'est un monsieur qui s'appelle John Muir, M-U-I-R. C'est la période où les bûcherons coupent tous les grands séquoias, tous les grands arbres sont en train de transformer l'Ouest américain en désert. C'est lui qui est le plus actif pour faire les premiers clubs de protection de la nature. Et de là, ça va se développer. Alors, en particulier, je voudrais vous parler de deux personnes qui ont joué, deux autres personnes qui ont été importantes. Une de ces personnes, c'est... Non, ça c'est après. C'est Madame Rachel Carson. Madame Rachel Carson écrit un livre qui s'appelle Silent Spring, le printemps silencieux. On est en 1960, les compagnies chimiques viennent de découvrir le DDT, et comme il y a beaucoup de moustiques, elles déversent du DDT partout. Moi, je me souviens, j'étais quelque part en campagne, on n'était pas fâchés de voir qu'on nous débarrassait des moustiques en Amérique du Nord au printemps, c'est assez terrible. Eh bien, c'est elle qui a averti que si on tuait les moustiques, on tuait aussi les oiseaux. Et le Silent Spring, ça voulait dire le printemps prochain sera silencieux. Elle a alerté le président Kennedy, qui lui-même est entré en action et qui a stoppé ces douches de DDT. Elle est un peu à l'origine de tout ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de préserver la nature contre les éléments toxiques. Tous les jours, vous avez dans vos journaux des informations sur ce type de catastrophe. Le deuxième personnage, c'est le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, c'est également vers 1960. C'est une période où les industries nucléaires rejettent leurs déchets nucléaires dans l'océan, dans l'eau. Et c'est lui qui va alerter aussi le
le président et qui va faire arrêter ce déversement des substances nucléaires. Alors, je ne vais pas dire que le problème est résolu. Vous savez bien que le problème des déchets nucléaires, il n'est pas du tout résolu. Mais enfin, c'est la fin de cette façon particulière qui était beaucoup plus catastrophique parce qu'elle répandait évidemment la possibilité de répandre la radioactivité partout dans les océans. Je pense que c'est intéressant de citer ces personnes parce que ce sont des exemples de gens qui non seulement déplorent ce qui se passe, mais passent à l'œuvre. Et je suis content de parler ici aujourd'hui à Courbevoie parce que nous avons eu ce matin une séance dans laquelle un de nos projets qu'on appelle les Oasis Nature, je vais vous en parler tout à l'heure, a été inauguré dans un espace de cette ville. C'est l'importance aujourd'hui de non seulement déplorer, de dire « Ah, c'est dommage, les humains sont ci, sont ça », c'est de dire « Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de concret ?» Eh bien là, vous avez eu un exemple ce matin dans votre ville, l'inauguration d'un jardin, ce qu'on appelle un Oasis Nature, dont l'avantage, c'est non seulement d'avoir un lieu où la nature est protégée, mais de donner aux gens qui s'en occupent une espèce de dynamisme d'avoir fait quelque chose. Nous ne pouvons rien contre la destruction des forêts en Amazonie, au Congo, au Brésil, en Indonésie. Nous ne pouvons rien. Ce n'est pas notre possibilité. Mais nous pouvons des choses sur les territoires dont nous sommes responsables et en particulier les jardins, les terrains dans lesquels maintenant de plus en plus ces initiatives sont prises pour essayer de permettre à la nature d'exister dans ces jardins. Alors, à partir de ce M. John Muir, il y a eu tous ces événements qui maintenant se développent très vite à l'échelle de la planète. Il y a eu des grandes conférences à Rio, à Johannesburg, à Copenhague. On voit un peu partout que ça prend de l'ampleur. Une question qui se pose, c'est est-ce que c'est assez rapide? Ça, personne ne peut le dire. Mais enfin, c'est important. La préservation de la nature. Alors oui, je voulais passer à cet autre élément. Moi, je suis président d'une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité, qui justement essaie de passer de l'époque on déplore et on s'attriste et on se décourage et on est pessimiste, à une époque où on dit non, maintenant il faut faire des choses et en particulier ce que nous proposons de faire. Voilà notre logo. Et là, je vais citer un autre philosophe grec qui s'appelle Épictète, latin, Épictète, et qui disait une phrase, voici M. Épictète, qui disait une phrase que j'aime beaucoup. Contente-toi d'agir sur ce qui dépend de toi. Ne te fais pas de soucis pour ce qui ne dépend pas de toi. C'est ça, ça veut dire, ce qui dépend de nous, on fait quelque chose, et nous avons introduit donc cette idée qu'on appelle les oasis nature. C'est quoi une oasis nature? Ça veut dire que vous décidez que ce sur quoi vous avez un contrôle, vous avez un balcon, vous avez une jardinière, vous avez un petit jardin, un grand jardin, vous décidez que dans ce jardin, je vais préserver la nature, je ne vais pas utiliser de techniques qui sont destructrices et je vais essayer de faire venir la vie des animaux, des oiseaux et tout cela. Donc, nous avons à la sortie des petits dépliants pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations. Je crois que c'est la chose à faire aujourd'hui, c'est au lieu d'être dans un mood dépressif, c'est de dire, eh bien, qu'est-ce que moi je peux faire? Et une des choses qu'on peut faire, c'est cela. Je vais terminer par une histoire que raconte Pierre Rabhi, qui est l'histoire suivante. Il s'agit d'un incendie, un incendie gigantesque avec des pompiers partout, des camions de pompiers, des voitures, tout ça. Et puis, il y a un petit oiseau, un petit colibri, qui va chercher des gouttes d'eau dans un étang et qui vient les porter sur le feu. Et les gens disent, mais de quoi tu as l'air avec ta goutte d'eau? Tu n'as pas vu l'importance de cet incendie? Et le petit colibri dit, ben, je fais ma part. Voilà, je pense que ça, c'est l'attitude que nous devons prendre. C'est ce passage à une attitude active qui est dynamique, qui vous donne l'impression que vous n'êtes pas à la dérive, mais que vous êtes capable de faire des choses. Je crois que ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie. Merci.
Merci, merci. Je crois que nous allons avoir une période de questions-réponses. Je crois que vous avez des microphones. Attendez, s'il vous plaît, si vous voulez poser une question, je vous demanderai de vous lever parce que j'aime bien voir la personne à laquelle je réponds et puis d'attendre qu'on vous apporte. Vous avez... Oui? Attendez, on va vous apporter là. Je vois pas. Ah, Bonsoir. Moi, je voulais juste dire quelque chose. En fait, l'humanité, elle a un gros défaut. Elle a peur. Et justement, c'est ça qui empêche souvent l'action. oui, oui, merci de cette remarque, c'est juste. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler du problème de la pollution lumineuse, plus particulièrement parce qu'on est juste à côté des tours de la Défense, qu'elles soient allumées toutes les nuits, on peut le voir, et je crois que vous êtes assez concerné par le problème. Est-ce que la Défense fait des efforts pour essayer de diminuer les lumières, un peu comme dans beaucoup de villes, de plus en plus de villes en Amérique décident, par exemple, de tout éteindre à partir de je ne sais quel, et puis de diminuer. C'est un mouvement. Bon, d'abord, laissez-moi vous dire, c'est très important. C'est important pour plusieurs raisons. Je résume, il s'agit de la pollution lumineuse, il s'agit du fait que nous éclairons le ciel, ce qui est une perte d'énergie. On n'a pas à éclairer le ciel, il n'en a pas besoin. Et deuxièmement, ça coûte cher. On estime que sur la planète, il y a l'équivalent d'au moins deux réacteurs d'un gigawatt qui sont l'équivalent, qui sont envoyés par le ciel en perte totale d'énergie, puis évidemment en perte financière également. Alors, ce que ça fait, d'abord, une des premières choses qu'on découvert récemment, c'est que ça perturbe énormément les oiseaux, les vols d'oiseaux migrateurs. Il y a des millions d'oiseaux qui se perdent à cause du fait que comme elles se guident sur les lumières, les étoiles et aussi les lumières au sol, elles sont perdues et elles en meurent. C'est très nocif également pour la végétation. On s'aperçoit que l'alternance jour-nuit est un élément important pour la végétation et pour les êtres humains aussi. C'est évidemment ce dans quoi nous avons toujours vécu. Et l'idée de changer complètement un équilibre comme ça, a priori, c'est mauvais, mais maintenant, on a pu nous montrer que c'est important d'avoir l'équilibre jour-nuit. C'est catastrophique pour l'astronomie et bien sûr, on s'aperçoit que beaucoup de télescopes ont perdu beaucoup de leur capacité d'observer des objets célestes faibles parce qu'il y a la luminescence de la lumière, des lampadaires et tout cela. C'est mauvais. Et puis, aussi, alors, pour les astronomes professionnels, c'est moins grave en un sens parce que les astronomes professionnels vont dans des régions sombres. Aujourd'hui, quand on veut mettre un télescope quelque part, on choisit des endroits qui sont à 500 km des premiers villages. Alors, évidemment, beaucoup au Chili. Le Chili est un endroit idéal, mais aussi Hawaï, certaines régions. Mais pour ce qui est des télescopes amateurs, les gens qui veulent des clubs d'astronomie n'ont pas la possibilité d'aller s'installer dans des régions très loin de la planète, puisque c'est ouvert au public. Il y a beaucoup de télescopes qui sont présentes ici en France, en particulier à Butier, près de Fontainebleau. Eh bien, ces télescopes ont perdu beaucoup aussi de leur visibilité. Donc, c'est toutes les bonnes raisons pour lesquelles les gens maintenant se rassemblent. Ici en France, il y a eu des efforts importants qui ont été faits près de Toulouse, l'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées, qui était très endommagé à cause de cela. Maintenant, il y a des ententes qui ont été faites entre les maires des différentes villes pour réduire les lumières sur les autoroutes, pour réduire les lumières dans les maisons et tout ça. Donc, c'est un mouvement, c'est une préoccupation très présente aujourd'hui. Et évidemment, vous êtes mal placé ici avec la défense. Mais je ne sais pas ce qui se fait. Est-ce qu'il se fait quelque chose? Est-ce qu'il y a les autorités sont conscientes de ce fait? Il n'y a rien du tout. On continue à éclairer comme si rien n'était.
Dommage. Mais c'est bien de le signaler. Souvent, les initiatives ne se font pas parce que personne ne les a pris en main. Donc, si vous pouvez faire quelque chose vous-même, même pour alerter, même pour faire savoir. Pardon? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question. Tu m'entends? Bon, alors, donne l'autre micro. Merci. D'abord, merci. Ah, il a dit faut se lever. Où est-ce que vous êtes là? Mais, Ah, d'accord, je vous écoute. d'abord, merci de toutes ces belles histoires. Ça nous fait un petit peu rêver. Et puis voilà, à chacun de pouvoir en penser ce qu'on veut en penser. Mais j'ai une question que ça fait quelques dizaines d'années que je voudrais vous la poser. Et donc, c'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Premièrement, déjà, j'ai déjà du mal à vous imaginer en train de compter les étoiles ou les galaxies. J'ai un petit peu de mal. Et ce qui me gêne, c'est que toutes ces images, on ne voit jamais le bord. Alors comment on peut dire, comment on peut compter, où ça s'arrête? Parce que là, j'ai un petit problème. Là. Alors, quand vous allez chez Merci. votre médecin et qu'il vous dit vous avez 4 litres de sang dans votre corps, il n'a pas sorti votre sang pour essayer de le mesurer. Comment il sait que vous avez 4 litres de sang, ou peut-être moins si vous êtes anémique? Eh bien, il prend une goutte de sang, il compte le nombre de globules dans cette goutte et il connaît le volume de votre système. Il multiplie le nombre de globules dans la goutte par le volume de votre système sanguin. C'est la même chose. On fait la même chose dans le ciel. Si on veut savoir combien d'étoiles il y a, par exemple, dans une galaxie, on prend une région de la galaxie ou du ciel, on regarde dans un petit domaine et on fait une règle de 3. C'est ça la technique. Alors, si on pose la question, cette question-là se pose plus expressément par rapport à l'univers. L'univers entier, une question, nous n'avons pas la réponse, c'est l'univers est-il infini? L'univers est-il infini? Ça veut dire, est-ce que le nombre de galaxies, vous avez vu tout à l'heure une image des galaxies, les galaxies, dans la partie que nous pouvons voir, ce qu'on appelle l'univers visible, observable, c'est 100 milliards. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'univers. Nous voyons jusqu'à ce qu'on peut appeler un horizon, au-delà duquel nous ne pouvons rien voir. C'est ce qui se passe quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, mais vous ne prétendez pas que ça s'arrête là. Vous savez très bien que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas plus loin qu'il n'y a pas d'eau plus loin. Alors, de la même façon, dans l'univers, nous voyons une partie. Cette partie contient à peu près, c'est des chiffres assez approximatifs, mais quand même qui sont bons, 100 milliards. Mais la question, est-ce que l'univers est infini? Les meilleures données aujourd'hui sont compatibles avec l'idée que l'univers est infini. Ce n'est pas vraiment un résultat définitif, loin de là, il y a encore quelques problèmes, mais des estimations, disons, à la louche, comme on dit, des estimations à la louche, donnent un univers infini, ce qui veut dire que la quantité de galaxies est infinie. Donc c'est aujourd'hui ce qui semble le plus vraisemblable, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'acquis et déterminé. Mais ce qui est clair, c'est que l'univers n'a pas de centre, il n'a pas de bord, c'est la différence avec le pudding au raisin. Le pudding au raisin a un centre, il a un bord, il y a un espace vide autour du pudding au raisin, c'est l'espace du four. L'univers n'a pas d'espace vide, c'est partout plein et c'est peut-être infini. Alors vous allez dire, bon, comment je peux imaginer ça? C'est difficile. C'est pas anormal qu'on imagine mal dans des quantités qui sont aussi loin de nos perceptions. Notre imagination, elle est un des résultats de l'évolution pour arriver à s'adapter. Donc,
elle s'est bâtie autour de dimensions à notre échelle. Dès que nous passons à des échelles très différentes, que ce soit au niveau des très très grandes dimensions, comme la question de l'univers, ou des très petites dimensions, comme la dimension des atomes et des molécules, nous rencontrons des problèmes avec l'imagination. C'est simplement le résultat que notre esprit n'a pas été développé autour de ces possibilités. Ça, il faut bien admettre que nous sommes très limités. Nous n'avons pas une intelligence infinie. Elle est très grande, elle nous permet de faire des bêtises, des bombes atomiques, etc. Mais elle ne nous permet pas de tout comprendre, jusqu'ici en tout cas. Oui. Oui, bonsoir. J'aurais aimé savoir comment, dans un univers en expansion, les galaxies peuvent rentrer en collision. Oui, ça c'est une bonne question. J'apprécie toujours quand on me demande cette question parce que ça montre une écoute. Alors, vous prenez deux galaxies. Il y a deux forces contraires qui s'exercent. Il y a l'attraction gravitationnelle, les galaxies s'attirent, et il y a aussi ce courant général de l'expansion que nous appelons quelquefois le courant de Hubble, mais qui est simplement cette idée de cette expansion. Si deux galaxies sont très proches l'une de l'autre, la force d'attraction, qui est inversement proportionnelle au carré de la distance, vous avez appris ça à l'école, la force d'attraction est suffisante pour les rapprocher, même si elles sont en expansion. C'est un peu ce qui se passe quand vous courez sur un tapis roulant. Vous allez dans le métro, il y a des tapis roulants, vous voyez toujours des enfants qui courent sur le tapis. S'ils courent vite, ils peuvent remonter le courant. S'ils ne courent pas assez vite, évidemment, ils vont être emportés malgré qu'ils se déplacent. Alors, plus les galaxies sont proches, plus l'attraction est forte. De sorte que les galaxies qui peuvent entrer en collision, c'est celles qui sont déjà suffisamment proches l'une de l'autre. Par exemple, notre galaxie, la Voie lactée, une de nos voisines, vous avez vu sa photo, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est Andromède. La galaxie d'Andromède, c'est notre proche voisine. Elle n'est que à 2 millions d'années-lumière. C'est très peu à l'échelle du cosmos. Mais la force entre la galaxie d'Andromède et la nôtre, la force de gravité, est plus forte que la force qui les sépare dans ce courant mondial général, de sorte qu'elle s'approche de nous, elle va entrer en collision avec notre galaxie dans 4 milliards d'années. Donc, pas de panique. Alors, bonjour. J'aurais voulu vous poser une question par rapport à l'expansion, parce que depuis le Big Bang, donc l'univers s'éloigne en fait, enfin s'agrandit, mais il faut une source d'énergie quand même pour qu'elle puisse continuer à faire son expansion depuis l'explosion, quoi. Alors, pourquoi l'univers est-il en à expansion? s'agrandir, en fait. Oui, l'univers est en expansion. On a toutes les indications que c'est dû au fait que l'univers des premiers temps était extrêmement chaud. C'est exactement ce qui se passe dans une explosion. Quand vous voulez faire une explosion, vous déclenchez des réactions chimiques qui bâtissent une très grande quantité de chaleur et la pression de la chaleur amène la matière à s'éloigner. Alors vous pouvez, en science, il y a toujours ça, vous pouvez toujours demander, oui mais pourquoi? Oui mais pourquoi? L'univers était très chaud au début. Alors pourquoi? Pourquoi l'univers était-il très chaud au début plutôt que d'être froid? Alors, la réponse que l'on donne aujourd'hui, elle relève de la physique quantique, c'est-à-dire de la physique atomique, c'est-à-dire de cette science extrêmement précise que nous avons découverte, qui domine la formation des atomes et des molécules, la théorie quantique. Alors, cette théorie impose qu'il y ait des formes d'énergie qu'on appelle les énergies du vide. Alors là, attention, le mot vide, ce vide n'est pas vide du tout, c'est une façon de parler d'une certaine façon. Ce vide, ça veut dire que si vous essayez d'enlever tout ce qu'il y a dans un contenant, eh bien, normalement, à notre imagination habituelle, il ne reste plus rien. La physique quantique dit non. Il reste toujours une énergie que vous ne pouvez pas évacuer, qui sera toujours présente. Et c'est cette énergie qu'on appelle les énergies du vide
qui serait, c'est la théorie la plus vraisemblable aujourd'hui de la cosmologie, qui serait dominante au début. C'est d'elle que viendrait parce que cette énergie du vide se transforme en chaleur, et en se transformant en chaleur, elle provoque l'expansion. Alors, si vous dites pourquoi il y avait cette énergie du vide à cette période, eh bien là, on ne sait pas. Mais c'est la meilleure théorie que nous ayons aujourd'hui. Au départ, il y avait une énergie quantique, c'est un phénomène quantique, il y avait cette énergie quantique qui s'est transformée. Alors, si vous demandez quand, on ne sait pas. Une des questions intéressantes, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ça, c'est une des questions qu'on se pose beaucoup, et ça rappelle une histoire que raconte Saint-Augustin. Saint-Augustin vivait au 5e siècle, et à cette période, les chrétiens se posaient la question, certains chrétiens, qu'est-ce que Dieu faisait avant la création? Est-ce qu'il se tournait les pouces et puis qu'il s'ennuyait, puis à un moment donné, il s'est dit, bon, ben, je vais faire quelque chose. Alors, Saint-Augustin, la réponse populaire à cette période, c'est pas celle qu'Augustin accepte. Augustin est un homme intelligent, cultivé, mais la réponse plus populaire, plus simpliste, c'était qu'est-ce que Dieu faisait avant la création? Il préparait l'enfer pour ceux qui allaient poser cette question. Ça, c'était la réponse populaire, disons, qu'Augustin refuse. Et Augustin, qui est vraiment un esprit éclairé, il a cette réponse, il dit, la création, c'est la création de la matière, de la lumière et du temps. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avant la création, puisque le temps n'existait pas. C'est la réponse que donne Augustin. C'est à peu près celle qu'aurait donnée Einstein si on utilisait la théorie de la relativité, qui également dit que le temps, l'espace, la matière sont créés ensemble à un moment donné. Alors, pourquoi à ce moment donné? Évidemment, on n'a pas répondu à la question. On la met dans le cadre, dans le dossier des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais ça viendra peut-être. Beaucoup de physiciens travaillent à des scénarios, à imaginer des quantités de possibilités. Mais en science, il ne suffit pas d'imaginer des idées. Il faut les confronter avec la réalité, c'est-à-dire avec les observations. Et pour l'instant, il y a toute une flopée de théories de ce genre, mais aucune n'a été en mesure de se confronter avec les observations. Donc, on dit, ben, c'est de la spéculation. C'est de la science-fiction au sens propre du terme. On attend le moment où quelqu'un dira, voilà mon scénario, on peut le tester. C'est-à-dire poser la question à la nature, c'est-à-dire aux observations. Et à ce moment-là, ce sera oui, ce sera non, mais enfin, ça deviendra testable. Ce qui est important pour une théorie physique, c'est qu'elle soit testable. C'est-à-dire qu'elle soit, le terme qu'on emploie aujourd'hui, c'est falsifiable, c'est-à-dire on pourrait la prouver fausse. Une dernière question, Hubert. Non, il y a un monsieur qui a le micro déjà tout là-haut. Et après, nous sommes obligés, vraiment, vraiment navrés. On n'a plus le temps du tout. Nous avons déjà du retard. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. J'aurais une petite question concernant l'évolution humaine. Sommes-nous, l'espèce humaine va-t-elle continuer d'évoluer ou sommes-nous vraiment à son apogée? Allons-nous continuer à nous adapter à la vie sur Terre finalement? Attendez, je n'ai pas bien compris votre question. Excusez-moi. C'était pour savoir si l'espèce humaine était à son apogée ou si elle allait continuer d'évoluer et à s'adapter à la vie sur Terre. Alors, bon, l'évolution biologique va certainement continuer. On n'a pas de raison de penser qu'elle ne continue pas, puisqu'elle dure de façon continue depuis plusieurs milliards d'années et qu'il y a tous les éléments pour qu'elle continue. Alors, la question de l'adaptation, c'est une autre question qui est tout à fait différente. C'est une évolution particulière et c'est celle que nous essayons de mettre en marche aujourd'hui par tous ces mouvements écologiques. C'est d'essayer que le comportement humain, que l'intelligence humaine qui nous a mis en difficulté parce qu'on l'utilisait mal, on l'utilisait pour dominer la nature. On a fait des bombes atomiques et on est pris avec ces bombes atomiques. La question, c'est de savoir est-ce que l'humanité va évoluer, va accepter de vivre en harmonie avec la nature. C'est une nouvelle forme d'humanisme aujourd'hui que l'on défend. Dans le passé, l'humanisme, il était en grande partie basé sur la phrase de Descartes
qui disait « Dominez la nature et mettez-la à votre service ». Nous avons découvert que ça mène à la catastrophe. Il faut au contraire élargir notre humanisme pour intégrer toutes les formes de la nature et faire comme les tortues, parce que les tortues, elles ont appris, elles, à vivre en harmonie avec la nature. Elles ne menacent pas, elles prennent et elles donnent, tandis que nous prenons et nous ne donnons rien. Donc il faut que nous évoluions, que nous changions cette attitude, autrement nous disparaîtrons.